Il y a des combattants qui entrent dans l'UFC avec une histoire. Islam Makhachev, lui, entre avec une ombre. L'ombre de Khabib Nurmagomedov, l'ombre d'Abdulmanap. L'ombre d'un système que tout le monde croit avoir compris avant même que le combat commence. Pression, lutte, cage, fatigue, abandon. Mais si Islam n'était que le nouveau Khabib, son histoire serait facile. Et surtout, elle serait fausse. Parce qu'au milieu de cette trajectoire, il y a une chose que Khabib n'a jamais connue, une défaite. Pas une défaite au point, pas une controverse. Un knockout au premier round à l'UFC, alors que le monde commence à peine à lire son nom. Cette cicatrice va le suivre. Elle va donner aux critiques une phrase simple. Oui, il est fort, mais on l'a déjà vu tomber. Et c'est précisément pour ça que son histoire est plus intéressante qu'une copie parfaite. Khabib était l'avalanche. Islam va devenir l'étau. L'avalanche arrive avec du bruit. L'étau, lui, se resserre presque sans prévenir. Au début, tu crois encore avoir de l'espace. Puis tu te rends compte que chaque défense ferme la porte suivante. Aujourd'hui, les chiffres racontent une partie du tableau. 28 victoires, une défaite, une série de 16 victoires, un titre lightweight, une montée au welterweight et une victoire en 5 rounds contre Jack Della Maddalena à l'UFC 322. Mais les chiffres ne disent pas le plus important. Ils ne disent pas comment un enfant de Makashkala, qui a longtemps vécu à côté de noms plus grands que lui, a fini par devenir une question plus dangereuse que la succession de Khabib. La vraie question de ce documentaire est simple. À quel moment Islam Makhachev a-t-il cessé d'être l'ami de Khabib pour devenir un problème que même l'UFC moderne n'arrive presque plus à ressoudre? Reste jusqu'à la fin, parce que le dernier chapitre change toute la lecture de sa carrière. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un héritier, c'est l'histoire d'un homme qui tente de faire voyager un système dans une deuxième division. Et si ce pari tient, le débat ne sera plus « est-il le nouveau Khabib ?» Le débat deviendra « jusqu'où peut aller Islam avant que quelqu'un trouve enfin la sortie de l'étau ?» Pour comprendre Islam Makhachev, il faut d'abord retirer le vernis mythologique. Le Daghestan, dans l'imaginaire MMA, est souvent filmé comme une usine à combattants. Montagne, tapis, enfants qui luttent, discipline dure, regard froid. Il y a du vrai dans cette image, mais le souvenir d'Islam est plus concret. Dans une longue interview avec UFC Eurasia, il parle de Makashkala, de l'école numéro 38, d'un gym juste à côté et de sa première section de taekwondo quand il est encore tout petit. Ce n'est pas une naissance de légende, c'est presque banal. Une école, un gym, des enfants qui se croisent, une discipline disponible à quelques pas. Il ne reste pas enfermé dans un seul sport. Il passe par le taekwondo, le wushu sanda, le football, la lutte. Il change, il cherche, il essaie. Et cette partie est essentielle, parce qu'elle casse le cliché du combattant programme dès la naissance. Islam ne devient pas complet parce qu'il a suivi une ligne droite. Il devient complet parce qu'il a accumulé des couches. Plus tard, quand on le regarde combattre, on voit exactement ça. Un southpaw calme, une frappe qui n'a pas besoin de briller pour servir le piège, une lutte qui peut surgir sans panique, une transition au sol qui ne ressemble jamais à un mouvement isole. Il n'est pas spectaculaire dans le sens le plus simple du mot. Il est pire, il est méthodique. Mais avant la méthode, il y a une période de flottement. Quand sa famille se déplace vers Novi-Couchette, les trajets deviennent plus compliqués. Les minibus sont pleins, parfois ils ne s'arrêtent pas, et aller de l'école à la maison puis à l'entraînement devient une petite bataille quotidienne. Pendant un temps, le combat sort presque de sa vie. Il joue au football, il observe, il cherche encore l'endroit où il appartient. Et cet endroit finit par être le gym d'Abdulmanap Nurmagomedov. Là, Islam n'arrive pas dans un décor vide. Il arrive dans un écosystème. Khabib est là. Aboubakar est là. Oumar est dans l'environnement. Shamil Zawourov, Roustam Khabilov, des noms déjà lourds dans la région, existent autour de lui. Dans les sources russes, Islam ne raconte pas ça comme une illumination hollywoodienne. Il parle plutôt d'un endroit où il retrouve des gens, un groupe, une route. Et cette nuance est capitale. Islam n'est pas seulement formé par un coach, il est formé par une densité humaine. Des anciens, des frères d'entraînement, des jeunes qui regardent, des hommes qui reviennent fatigués, blessés, mais qui reviennent quand même. Le futur champion entre dans une pièce où la réussite n'est pas un discours, elle est visible sur les tapis. Dans beaucoup de biographies sportives, l'entraîneur est un personnage secondaire.
Dans celle d'Islam, Abdulmanap est l'architecte. Islam raconte dans plusieurs entretiens qu'à ses débuts, il n'avait encore rien qui prouve qu'il deviendrait champion. Pas la ceinture, pas la célébrité, pas l'aura. Mais Abdulmanap croit en lui. Il lui montre les hommes qui sont déjà devant, Khabib, les anciens du gym, les combattants qui travaillent plus que les autres. La route est simple. Regarde, suis, viens tous les jours. Ce n'est pas une promesse douce, c'est une exigence. Dans l'interview Pound 4 Pound, Islam explique qu'Abdulmanap ne laissait pas les jeunes se disperser. Quand certains voulaient faire du vélo, du cheval, autre chose, Abdulmanap ramenait tout vers la même idée. Reste sur la route du champion. Ce passage donne la clé émotionnelle du documentaire. Le système ne dit pas seulement « travail dur », le système supprime les échappatoires. Et c'est là que la différence avec une simple motivation de réseau social apparaît. Dans cette salle, la discipline n'est pas une phrase sur un mur, c'est une pression collective. Si tu manques, quelqu'un le voit. Si tu triches, quelqu'un le sent. Si tu penses être fatigué, tu regardes autour de toi et tu comprends que les autres le sont aussi. Plusieurs sources récentes, notamment les vlogs et contenus autour de l'équipe, rappellent quelque chose de fondamental. Ce système ne s'importe pas en 2 semaines. On peut inviter un lutteur daguestanais dans un camp. On peut copier quelques drills. On peut dire qu'on a ajouté de la lutte au programme. Mais on ne copie pas 20 ans d'enfance, de compétition interne, de hiérarchie, de correction, de regards silencieux et de frères d'entraînement qui savent exactement quand tu mens à ton propre corps. C'est pour ça qu'Islam est si difficile à préparer. Ce n'est pas un style, c'est un environnement devenu combattant. Khabib est à la fois le plus grand cadeau et le plus grand piège de la carrière d'Islam. Le cadeau, c'est évident, un modèle, un frère sportif, un champion qui ouvre la porte de l'impossible. Mais le piège est tout aussi lourd. Chaque victoire d'Islam est mesurée à une légende invaincue. Dans le documentaire UFC Origins, le rapport entre Khabib et Islam n'est pas présent comme une simple amitié de surface. On y sent des années de compétition, d'entraînement, de travail-partage. Ils ne se connaissent pas parce que les caméras les ont rapprochés. Les caméras arrivent après. Leur relation vient d'avant. Et c'est pour ça que la comparaison est injuste, mais inévitable. Le public voit 2 Daguestanais, le même camp, le même calme, la même façon d'étouffer les adversaires, et il conclut rapidement « Islam et Khabib 2 ». Javier Mendez nuance cette idée dans plusieurs interviews. Pour lui, Islam n'a jamais simplement copié Khabib. Il a toujours eu sa place, sa personnalité, sa distance, sa façon de comprendre le combat. C'est une nuance que le script doit marteler. Khabib submergeait. Islam organise. Khabib donnait souvent l'impression d'imposer une guerre physique à laquelle l'adversaire n'avait pas consenti. Islam donne parfois l'impression encore plus froide de retirer progressivement les options. Il ne te demande pas de paniquer. Il te laisse choisir une mauvaise solution parmi 3. Et quand tu choisis, il a déjà avancé. Le piège de la comparaison, c'est de chercher qui est meilleur avec une réponse simple. Le vrai sujet est différent. Khabib a ouvert une époque. Islam teste jusqu'où cette époque peut s'étendre. La grandeur d'Islam ne commence pas dans les spots lumineux de l'UFC. Elle commence dans des détails ordinaires. Dans l'entretien UFC Eurasia, il raconte sa routine à l'université. Se lever très tôt, courir, aller en cours, manger rapidement, s'entraîner le soir, puis essayer de rentrer avec les transports. Il dit avoir tenu ce rythme pendant environ 3 ans. Ce genre de détail vaut plus que 10 phrases abstraites sur la discipline. Parce qu'on voit enfin le prix réel. Pas seulement les coups, pas seulement les rounds, mais la fatigue logistique d'une vie pas encore arrangée autour du sport. Plus tard, il travaille comme agent de sécurité. Son responsable le laisse partir pour s'entraîner, puis continue même à le soutenir lorsqu'il part en camp et compétition. Ce n'est pas une scène spectaculaire, mais c'est une scène de biographie premium. Le futur champion n'est pas encore une marque. Il négocie du temps. Il dépend de gens qui acceptent de lui laisser une chance. Et chez lui, la victoire n'efface pas tout. Sa mère s'inquiète. Même après un titre mondial en combat sambo, elle lui dit qu'il a assez gagné, qu'il peut arrêter, que le sport est dangereux. Son père, lui, est plus silencieux, inquiet mais moins intrusif, parce qu'il sait que son fils travaille sérieusement. Ces détails humanisent Islam sans forcer l'émotion. Il montre un homme calme, oui,
mais pas vide. Un homme qui avance avec des liens, des dettes morales, une famille, des gens qui ont cru assez longtemps pour que le monde finisse par voir. Avant l'UFC, avant les ceintures, avant les débats pound for pound, il y a le combat sambo. UFC.com liste Islam comme champion du monde et d'Europe de combat sambo et 4 fois champion de Russie. Ce n'est pas une ligne de CV, c'est le laboratoire. Dans l'interview avec Demetrius Johnson, Islam explique que certaines journées de tournoi pouvaient contenir jusqu'à 7 combats. 7 combats dans une seule journée. Ce chiffre est important parce qu'il explique une partie de son calme. Quand un homme a passé des années à enchaîner des adversaires dans des formats denses, le chaos d'un combat UFC ne lui apparaît pas de la même manière. Il ne découvre pas la fatigue. Il ne découvre pas les transitions. Il ne découvre pas l'obligation de rester lucide quand un plan change. Le combat sambo lui donne une matrice. Frapper assez pour ouvrir, entrer assez proprement pour déséquilibrer, contrôler assez longtemps pour faire paniquer, finir si l'adversaire donne le coup ou le bras. Et surtout, il apprend à gagner sans chercher l'approbation du public. C'est une force et un problème. Parce que plus tard, à l'UFC, le public ne veut pas seulement savoir si tu gagnes. Il veut savoir s'il doit te regarder. Pendant longtemps, Islam va devoir gagner contre 2 adversaires. L'homme en face de lui et l'idée qu'il serait trop froid pour devenir une star. Le 23 mai 2015, Islam Makhachev fait ses débuts à l'UFC. Il bat Leo Kuntz par rear naked choke au 2e round. Tout semble logique. Un prospect daguestanais, une entrée propre, une soumission, un futur qui commence sans accroc. Puis arrive UFC 192. Adriano Martins. 3 octobre 2015. Premier round, knockout. Une seule défaite professionnelle, mais une défaite qui devient une image. Et dans le cas d'Islam, cette image pèse plus lourd que chez un autre combattant. Parce que Khabib est invaincu. Khabib est 29-0. Khabib n'a pas cette ligne rouge dans son record. Islam, si. Cette défaite donne aux sceptiques un refuge. Peu importe les victoires qui suivent, on peut toujours revenir à cette séquence et dire « on l'a déjà vu tomber ». Mais c'est exactement là que son histoire devient plus forte. Parce qu'après un knockout, beaucoup de combattants veulent effacer l'image par du bruit. Ils forcent le spectacle. Ils cherchent un finish qui rassure. Ils veulent prouver qu'ils ne sont pas blessés. Islam fait autre chose. Il reconstruit, lentement, sans théâtre. Et cette reconstruction va devenir le vrai départ de sa carrière. Après Martins, les noms s'enchaînent sans que le grand public ne s'enflamme tout de suite. Chris Wade, Nick Lentz, Gleison Tibau, Kayan Johnson. Pour beaucoup de fans, cette partie de la carrière ressemble à une montée normale. Pour un documentaire, il faut la raconter autrement. C'est la période où Islam transforme une faille visible en discipline invisible. Chaque combat devient une correction. Ne pas entrer trop nu, ne pas offrir l'ouverture, ne pas laisser le besoin de prouver devenir une erreur. Petit à petit, il devient un combattant que le camp connaît mieux que le public. C'est souvent comme ça que naissent les grands problèmes. Ils ne commencent pas par être ador, ils commencent par être évite. Le 20 avril 2019, Islam affronte Arman Tsarukyan. Avec le recul, ce combat ressemble à un avertissement envoyé depuis le futur. Arman n'est pas un adversaire quelconque. Il est jeune, puissant, explosif, capable de tenir physiquement dans des zones où beaucoup d'autres cèdent. Islam gagne par décision unanime, mais ce n'est pas une domination automatique qui efface tout. Il doit négocier, il doit ajuster, il doit prouver que son plan peut tenir face à un athlétisme élite, pas seulement face à des adversaires qui subissent. Cette victoire est importante parce qu'elle plante une question qui reviendra plus tard. Ce soir-là, le public ne sait pas encore qu'il regarde 2 hommes qui vont hanter la division. Islam gagne, mais Arman laisse une trace. Et dans une vidéo longue, c'est exactement le genre de graine qu'il faut planter, tout pour retenir le spectateur. L'histoire n'avance pas seulement vers Oliveira. Elle garde en réserve un rival qui n'a jamais complètement disparu. Après Arman, la machine devient de plus en plus difficile à ignorer. Davi Ramos, Drew Dober, Thiago Moises, Dan Hooker, Bobby Green.
Chaque combat ajoute une couche. Contre Dober, il termine au 3e round. Contre Moises, il termine au 4e. Contre Hooker, il ne laisse presque rien respirer. Contre Bobby Green, il fait ce qu'un futur champion doit faire quand il est immense favori. Il ne crée pas de suspense inutile. Dans une interview avec Tim Welch, Javier Mendez explique qu'après Bobby Green, il devient difficile de nier que le gars est réel. Pas seulement prometteur, real. Cette période est celle où le public rattrape ce que le camp disait déjà depuis longtemps. Avant, on demandait « qui a-t-il battu ?» Puis la question devient « qui peut vraiment le battre ?» Et c'est une bascule énorme. Islam ne gagne pas seulement parce qu'il est plus fort au sol. Il gagne parce qu'il diminue le nombre de décisions possibles pour l'adversaire. Tu recules, il avance. Tu restes au centre, il te fait hésiter. Tu défends la lutte, tu ouvres la frappe. Tu frappes, tu offres la hanche. Au bout d'un moment, le combat ne ressemble plus à un duel. Il ressemble à une pièce qui se ferme. Avant d'arriver à Oliveira, pose-toi une question. Si tu devais choisir le moment où Islam change vraiment de dimension, tu choisirais quoi? La reconstruction après Martins? Le combat contre Arman? La destruction de Hooker? La victoire rapide contre Bobby Green? Ou seulement le soir où il prend enfin la ceinture? Mets-le en commentaire, parce que sur Islam, il y a 2 débats. Le débat des chiffres et le débat de l'impression. Et si tu veux d'autres documentaires MMA longs, sources, avec ce niveau de recherche, abonne-toi maintenant. Parce que la suite, c'est le moment où l'attente devient couronnement. UFC 280, 22 octobre 2022. Charles Oliveira n'est pas un champion ordinaire, c'est l'homme du chaos, l'homme qui peut être touche, blesse, mise en danger et transformer ce danger en soumission quelques secondes plus tard. Contre Oliveira, Islam ne doit pas seulement gagner, il doit prouver que le système peut avaler un champion qui vit dans le feu. Le combat oppose 2 philosophies. Oliveira accepte le chaos, Islam retire l'oxygène. Au 2e round, Makhachev ferme la séquence. Arm Triangle Choke, 3 minutes 16. Il devient champion lightweight de l'UFC. Et ce soir-là, l'ombre change de forme. Il ne marche plus seulement dans les traces de Khabib. Il tient la ceinture que Khabib avait tenue. Mais devenir champion n'est pas la partie la plus dure. La partie la plus dure, c'est de rester champion quand chaque défense devient un référendum sur l'héritage. Février 2023. Alexander Volkanovski monte de catégorie. Sur le papier, beaucoup pensent qu'Islam aura l'avantage physique. Mais Volkanovski n'est pas seulement un featherweight, c'est un champion d'une intelligence rare, avec un centre de gravité bas, une endurance énorme et une capacité à casser les lectures adverses. Le combat devient plus serré que prévu. Islam gagne par décision unanime. Mais le public sort avec une discussion au lieu d'une certitude. Et cette discussion compte, parce que les grands champions ne sont pas toujours définis par les soirs où tout semble facile. Ils sont parfois définis par les soirs où le public voit une faille et attend de savoir si elle est réelle. Volkanovski ne bat pas Islam, mais il lui donne une question. Est-il vraiment intouchable ? Quelques mois plus tard, Islam répondra de la manière la plus brutale possible. Octobre 2023. Makhachev contre Volkanovski 2. Cette fois, l'histoire ne dure pas 5 rounds. Premier round, high kick, punches, knockout. Dans une interview après le combat, Javier Mendez explique que cette séquence n'est pas sortie de nulle part. Le camp avait travaillé ce mouvement. Il se préparait pour 5 rounds, mais l'ouverture arrive plus vite que prévu. Ce détail change la lecture du finish. Ce n'est pas seulement un grand moment de violence, c'est un piège qui aboutit. Et il compte énormément pour l'image d'Islam. Pendant longtemps, certains pouvaient le ranger dans la case du grappleur dominant mais peu spectaculaire. Ce soir-là, il montre que si tu défends trop bas, si tu anticipes trop la lutte, si tu oublies que la frappe fait partie du même système, il peut te sortir du combat debout. Le danger n'est plus seulement au sol, il est partout, parce que tout est connecté. La menace de lutte ouvre la frappe. La frappe rend la lutte plus facile. Et quand un combattant possède les deux sans se presser, chaque défense devient un pari. Puis arrive Dustin Poirier, UFC 302.
Dustin est un autre type de test. Il n'est pas seulement dangereux techniquement, il est dangereux émotionnellement. Poirier s'est transformé un combat en guerre d'orgueil. Il attire les adversaires dans des échanges. Il donne au public la sensation que la violence peut basculer à tout moment. Islam doit résister à cette invitation. Le combat va au 5e round. Et c'est là que la victoire devient importante. Parce que beaucoup de champions dominants sont excellents quand tout se passe comme prévu. Mais quand l'adversaire ajuste, quand les takedowns deviennent plus difficiles, quand le public sent que le combat reste vivant, il faut une autre qualité, la lucidité. Dans une interview Red Corner après ce combat, Javier Mendez explique que le premier round suit parfaitement le plan, puis que Dustin ajuste certaines défenses et complique le travail. Il parle aussi de ce que Khabib apporte dans le corner, une énergie, une vie, une présence que l'équipe ressent. Ce détail est précieux, parce qu'il montre que le système n'est pas automatique. Il y a un plan, mais il y a aussi des hommes qui doivent l'adapter. Au 5e round, Islam trouve la fermeture. Darcé choke, 2 minutes 42. Il ne s'écroule pas dans le chaos de Poirier. Il attend l'ouverture. Et il finit. Janvier 2025, UFC 311. Renato Moicano arrive dans une situation dangereuse pour l'image d'un champion. Changement d'adversaire, pression du favori, obligation de gagner sans donner au public une raison de douter. Ce genre de combat est ingrat. Si le champion gagne vite, on dit que c'était normal. S'il gagne difficilement, on dit qu'il decline. S'il perd, tout s'effondre. Islam ne laisse pas le piège exister longtemps. Premier round, Darcé choke, 4 minutes 5. Le message est simple. Même quand le contexte change, le résultat reste stable. Et c'est peut-être l'une des parties les plus terrifiantes de sa carrière. Ce n'est pas seulement qu'il gagne, c'est que les variations autour de lui semblent rarement le déstabiliser. Après avoir dominé lightweight, Islam fait un choix que beaucoup de champions évitent. Il monte. Selon UFC.com, il quitte lightweight après un parcours de 16-1 dans la catégorie. Un titre gagne en octobre 2022 et 4 défenses. Monter au welterweight, ce n'est pas seulement ajouter du poids sur la balance. C'est accepter des corps plus grands, plus puissants, des frappes plus lourdes, des clinches plus coûteux et une nouvelle narration. Si tu gagnes, tu deviens plus grand. Si tu perds, certains diront que tu n'aurais jamais dû quitter ton royaume. Les sources autour de UFC 322 montrent bien cette tension. Dans les interviews de Fight Week, la question revient. Est-ce qu'Islam est vraiment un welterweight ? Est-ce que le cut plus léger va l'aider ? Est-ce que son contrôle fonctionne pareil face à un champion naturel de la division ? Et c'est là que son pari devient fascinant. Il ne s'agit plus de savoir s'il peut remplacer Khabib à 155 livres. Il s'agit de savoir s'il peut porter l'héritage dans un espace que Khabib n'a jamais exploré en combat UFC. UFC 322, Madison Square Garden, Jack Della Maddalena. Un champion welterweight naturel, propre en boxe, dangereux dans les timings, capable de punir les entrées mal préparées. Pour Islam, ce combat n'est pas juste une autre ligne de palmarès, c'est une expérience de transfert. Est-ce que le système voyage ? Est-ce que la pression voyage ? Est-ce que la patience voyage ? La réponse officielle est froide, décision unanime en 5 rounds. Mais derrière cette froideur, le symbole est énorme. Parce qu'une décision en 5 rounds contre un champion de la division supérieure dit quelque chose de différent d'un finish rapide. Elle dit que le contrôle tient dans la durée. Elle dit que le corps tient. Elle dit que la logique tient. Les sources post-UFC 322, notamment l'analyse de Luke Thomas et les contenus autour d'Anatomy of a Fighter, insistent sur ce moment. Islam sort de la soirée comme l'un des noms centraux du pound for pound dans un Madison Square Garden charge d'histoire, avec la sensation que sa carrière n'est plus enfermée dans le débat lightweight. Avant, on demandait « Est-il le successeur de Khabib ?» Après UFC 322, la question devient plus grande. Est-il en train d'écrire une carrière que personne dans son équipe n'a écrite exactement comme ça ? La clé de cette montée à 170, ce n'est pas seulement la lutte, c'est la sobriété. Islam ne dépend pas d'un seul attribut spectaculaire. Il ne dépend pas d'une vitesse absurde. Il ne dépend pas d'un menton mythologique. Il ne dépend pas d'un volume de frappe ingérable. Il dépend d'une architecture. Sa frappe sert à placer la lutte. Sa lutte sert à fatiguer la frappe. Son contrôle sert à faire naître l'erreur.
et son calme sert à ne jamais casser lui-même la structure. C'est pour ça que le système peut voyager mieux que certains styles plus explosifs. Un style base sur la vitesse peut vieillir brutalement. Un style base sur l'explosion peut perdre une partie de sa menace contre des corps plus lourds. Mais un style base sur l'ordre, la position, la patience et la punition progressive peut survivre plus longtemps. Bien sûr, il y a des risques. Chaque division ajoute des problèmes. Chaque adversaire plus grand change les leviers. Chaque combat supplémentaire donne au monde plus d'images à analyser. Mais c'est justement pour ça que la suite est intéressante. Islam ne protège pas seulement un résumé de carrière, il continue de l'exposer. Le piège avec Islam, c'est de croire que son calme signifie absence de personnage. C'est faux. Dans les longues interviews, il peut être sec, drôle, parfois malicieux. Dans les contenus avec Demetrius Johnson, dans les vidéos de training, dans les moments avec Khabib et DC, on voit une dynamique différente de l'image froide du combat. Des blagues, des pics, une fraternité qui ressemble moins à une équipe professionnelle qu'à une famille sportive. Une source comme Smash MMA résume bien pourquoi cette relation touche le public. Khabib, DC et Islam ne donnent pas seulement l'impression d'être des collègues, ils donnent l'impression d'hommes qui se permettent de se vanner parce que le respect est déjà acquis. Ce détail est utile pour la narration. Islam n'est pas un robot. Il est simplement un homme dont l'expression publique est plus basse que son niveau de contrôle. Il n'a pas besoin de remplir le silence. Il n'a pas besoin de vendre chaque émotion. Et dans une époque où beaucoup de combattants transforment leur personnalité en spectacle permanent, cette réserve devient presque un style en soi. Les sources récentes autour des vlogs de training et des voyages au Daghestan ajoutent une couche importante. Elles montrent une chose que beaucoup d'adversaires oublient. Tu ne bats pas Islam en ajoutant simplement un peu de Daghestan à ton camp. Tu peux inviter des partenaires de lutte, tu peux travailler les underhooks, tu peux faire venir des grappleurs lourds, tu peux même aller t'entraîner dans des endroits qui ressemblent au décor. Mais tu ne peux pas importer l'enfance, les rivalités internes, la culture du groupe, la hiérarchie, le regard d'Abdulmanap, la présence de Khabib, les années où chaque jour était déjà une sélection. Le système d'Islam n'est pas seulement technique, il est biographique. Et c'est peut-être la phrase la plus importante pour comprendre sa domination. On peut étudier son style, mais on ne peut pas revivre sa fabrication. La ligne émotionnelle de cette biographie, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la célébrité, ce n'est même pas seulement les ceintures. C'est la croyance d'Abdulmanap, le fait qu'un entraîneur ait vu le champion avant que le monde ne voie le contender. Quand Islam gagne la ceinture lightweight, ce n'est pas seulement une réussite sportive, c'est la validation d'une éducation. Quand il gagne à welterweight, c'est autre chose encore. La preuve que cette éducation pouvait survivre à un changement de division, de corps, de contexte. Et c'est là que le documentaire peut toucher sans devenir sentimental. Tout le monde comprend cette idée. Quelqu'un a cru en toi avant l'épreuve. Chez Islam, cette croyance devient une dette positive. Elle ne l'écrase pas, elle l'organise. Au 1er juillet 2026, les sources officielles listent Islam Makhachev dans l'axe welterweight avec un prochain horizon contre Yann Machado Gary. Ce détail doit être utilisé avec prudence, pas comme un résultat, pas comme une prédiction certaine, mais comme un teaser. Parce que l'histoire d'Islam n'est pas terminée, et c'est rare pour un documentaire biographique d'arriver à un homme qui a déjà tellement accompli, mais qui semble encore au milieu d'une thèse. S'il continue à gagner à 170, la conversation change encore. On ne parle plus seulement de meilleur lightweight, on parle de place all-time. On parle de 2 divisions. On parle d'une série de victoires qui commence à devenir une structure historique. Mais chaque nouveau combat ajoute aussi un risque. Ian Gary, Topuria, Arman, les noms changent selon les scénarios, mais le principe reste le même. Plus Islam avance, plus chaque adversaire a une bibliothèque d'images à étudier. Chaque défense donne au monde une chance de trouver une sortie. Chaque victoire repousse cette sortie un peu plus loin. Au fond, Islam Makhachev n'est pas seulement l'histoire d'un combattant qui gagne, c'est l'histoire d'un homme qui commence sous une ombre, garde une cicatrice, et transforme les deux en trajectoire. L'ombre de Khabib lui donne une comparaison impossible. La défaite contre Martins lui donne une faille visible.
La croyance d'Abdulmanap lui donne une route. Le travail fait le reste. Aujourd'hui, on peut débattre de son style, de son classement, de sa place face à Khabib, de son avenir à 170 livres. Mais une chose est plus difficile à contester. Islam Makhachev a obligé le MMA à revoir la définition du successeur. Un successeur n'est pas une copie. Ce n'est pas un homme qui répète exactement la même histoire. C'est quelqu'un qui hérite d'une pression, puis la transforme en une nouvelle question. Et la question maintenant n'est plus « qui sera le prochain Khabib ?» La question est devenue « jusqu'où Islam Makhachev peut-il aller avant que le reste du monde trouve enfin la sortie de l'étau ?» Dis-moi en commentaire le moment exact où, selon toi, Islam a vraiment changé de dimension. Oliveira, Volkanovski 2, Poirier, UFC 322 ou même bien avant, après la défaite contre Martins. Et si tu veux la suite des documentaires sur les combattants qui ont changé le MMA, abonne-toi. Le prochain épisode ira encore plus loin dans les sources, les détails et les moments que les résumés s'oublient.